Et d'ailleurs, souvent, une des erreurs, c'est que les entreprises ne le prennent pas sous cet angle-là, elles le prennent plutôt comme, tiens, il y a une techno, on va l'essayer, ça va être rigolo. Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est comment on travaille plus que la technologie. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Manuel et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Aujourd'hui, le thème de notre échange va tourner autour de comprendre les vrais usages de l'IA générative et surtout comment les entreprises s'en emparent et les impacts que ça peut avoir sur leurs organisations. Pour commencer, je veux bien que vous puissiez vous présenter, revenir sur votre parcours et le regard peut-être que vous portez sur les développements de l'IA générative aujourd'hui. Bonjour Clément, merci pour l'invitation. Alors effectivement, je suis dans le domaine de l'IA depuis le début de ma carrière, donc ça remonte à la fin des années 90, puisque après mes études d'ingénieur, j'ai fait une thèse de doctorat dans le domaine de l'étude des données, en traitement du signal. Et puis j'étais un des premiers dans ce domaine-là à faire du machine learning. Donc on est vraiment rentré dans l'IA à ce moment-là. Et puis après, je suis devenu chercheur au CNRS, à l'INRIA, à l'Université de Cambridge, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis j'ai orienté ma carrière vers l'entrepreneuriat à partir de 2008. Donc, j'ai créé une première société dont je suis le dirigeant qui s'appelle Vecchia, et puis une deuxième société en 2024 qui s'appelle Aiko, qui fait de l'accompagnement de projets d'IA dans les entreprises. Puis également, je suis président de la Cité de l'IA, qui est un réseau sur un modèle associatif d'entreprises basé dans la Haute-France et qui compte à peu près 150 adhérents. Donc, voilà pour la présentation. Alors, pour répondre à la question, aujourd'hui, l'IA générative, elle est arrivée, je dirais, en fanfare en 2022 avec la sortie de ChatGPT. Ça a beaucoup interpellé les dirigeants qui, de coup, se sont posé beaucoup de questions. Il a fallu quelques années de maturation pour voir apparaître les vrais premiers cas d'usage qui sont aujourd'hui en place. Donc, ça fait à peu près 18 mois qu'on a vraiment des choses qui fonctionnent. Et c'est plutôt satisfaisant quand c'est bien fait. Ça peut être déceptif quand c'est mal fait, mais on aura probablement le temps d'y revenir dans cet échange. On a beaucoup entendu, enfin avec l'arrivée de ChatGPT comme vous le disiez et pour moi je le voyais plus comme l'IA globalement, les technologies d'IA sont là depuis longtemps. Ce que vous disiez, vous avez commencé à travailler là-dessus il y a plusieurs dizaines d'années. L'IA générative est relativement nouvelle et ce qui changeait, c'était vraiment l'irruption, on va dire, de l'IA dans le domaine public ou dans le grand public. On présente l'IA générative comme une rupture un petit peu technologique. Si on prend un regard un petit peu historique, comment vous situez l'IA générative par rapport aux autres vague d'IA, aux autres technologies et peut-être plus largement par rapport à la transformation numérique des entreprises. Comment vous définiriez aussi l'IA agentique dont on parle beaucoup et qui semble être une sorte de prolongement de l'IA générative? Alors effectivement, tout ça, c'est un gros mélange à travers ce terme intelligence artificielle, dont on sait tous qu'il n'est pas forcément très bien choisi, mais en tout cas, il s'est imposé à nous. Alors, l'IA générative, effectivement, elle donne un sentiment d'accélération technologique très très fort et voire de rupture. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Le premier élément, c'est l'accélération non pas de la technologie, mais des applications. En fait, à travers Internet, on peut diffuser instantanément des applications partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a une offre complètement démentielle en termes d'IA générative pour faire à peu près tout ce qu'on peut faire sur un ordinateur, écrire du texte, faire des images, faire des musiques, créer des présentations PowerPoint, corriger. Enfin, il y a des applications infinies. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi le foisonnement des applications, qui est basé par une rupture technologique qui n'est pas ChatGPT, qui est en fait l'émergence de ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est quoi? C'est le passage à l'échelle des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ça existe depuis les années 60, fin des années 50, même si ça a été conceptualisé à ce moment-là. Et donc, il y a eu deux grandes évolutions des réseaux de neurones des années 60. Il y a eu le passage à l'échelle par le deep learning dans les années 2010, et puis les transformers qui sont arrivés à la fin des années 2010, qui ont permis de jeter les bases des modèles de langage. D'un point de vue purement scientifique, on ne peut pas parler de rupture. C'est vraiment une continuité d'une technologie qui a 70 ans en réalité, et on a tendance à croire que ça date d'il y a 2 jours, mais non, c'est pas le cas. Ça a 70 ans sur les concepts fondamentaux. Par contre, la puissance de calcul, la disponibilité des données, l'astuce entre guillemets des transformers ont fait émerger des cas d'usage qui sont vraiment bluffants. Et aujourd'hui, ce qui est la rupture pour le coup, elle est d'avoir une machine qui parle, ce qui n'existait pas avant. Et ça, c'est une rupture vraiment qui nous prend au trip, je dirais, en tant qu'être humain, parce que c'est la première fois qu'on voit ça, une machine qui ressemble vraiment à l'être humain dans certains comportements. Donc, par rapport à tout ça, les agents, c'est une évolution supplémentaire des modèles de langage et de cette intelligence artificielle-là, qu'on appelle parfois connexionniste ou statistique.
en fait, qui vient donner une capacité d'action à des modèles de langage qui ont un certain niveau de raisonnement, alors qui reste limité par rapport à un être humain, mais qui peut faire des tâches, on va dire, basiques, de tâches intellectuelles complexes. Et l'agent, donc, il a cette nouvelle capacité de pouvoir agir, donc pouvoir ouvrir des logiciels, pouvoir se connecter à Internet, pouvoir prendre des actions. Et ça ouvre un grand champ des possibles dans les entreprises, puisque ça rejoint des tâches qu'on peut être amené à faire en tant qu'être humain, et de manière évidemment plus automatisée, parfois plus rapide. Mais il faut toujours le rappeler avec un certain taux d'erreur qui, pour lui, on peut pas le faire disparaître complètement. J'aimerais bien m'arrêter 2 minutes sur cette question des agents, parce que ça reste relativement flou pour moi. J'ai lu quelque part, enfin, en tout cas en me renseignant, que vous disiez l'IA générative, en fait, c'est plus le prolongement de développement technologique qui remonte à la fin des années 50. J'ai lu aussi que la question de l'agentique, l'agentivité, l'IA agentique, et c'était pas nouveau non plus, qu'il y avait un champ scientifique, on va dire, autour de cette question-là. Je sais pas si vous avez quelques éléments à nous partager là-dessus. Et la deuxième question, moins historique, c'est ce que je comprends de l'IA agentique, c'est qu'en fait, on va prendre des LLM qui vont être le cerveau, on va dire, et on va leur rajouter une capacité d'action. Peut-être que c'est pas la bonne façon de le définir. Je veux bien que vous disiez. Sur la notion d'agent, effectivement, quand j'étais chercheur, tout début des années 2000, fin des années 90, on voyait passer des équipes de recherche ou des projets de systèmes multi-agents. Donc, c'était déjà dans l'air. D'ailleurs, c'était une notion fondamentale de l'apprentissage par renforcement, qui est un des grands domaines de l'intelligence artificielle. Ça sert à faire fonctionner des agents, hein, à la base. Donc la notion d'agent, elle existe depuis longtemps. Elle a été, je dirais, démocratisée et mise en visibilité du grand public avec l'IA générative. Et donc, comment ça fonctionne un agent basé sur l'IA générative? En gros, c'est un programme informatique, hein, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, auquel on va ouvrir des accès sécurisés sur certaines applications. Par exemple, ce programme informatique, on va lui donner la capacité d'accéder à n'importe quoi, Word par exemple, pour aller écrire du texte, ou à mon logiciel de gestion d'entreprise, mon ERP, pour pouvoir se connecter comme si c'était moi avec mon identifiant, mon mot de passe, pour pouvoir aller faire à ma place des choses en utilisant la souris de mon ordinateur et mon clavier. Simplement, je n'ai pas besoin, moi, de les manipuler directement, c'est l'agent qui le fait comme si c'était moi. Et donc, pour pouvoir pas faire n'importe quoi, entre guillemets, avec la souris et le clavier, il a besoin de comprendre, entre guillemets, hein, parce qu'il faut toujours rester prudent sur les mots quand on parle de logiciel, mais il a besoin d'analyser l'environnement graphique de mon écran, d'identifier les boutons sur lesquels il est possible de cliquer, de savoir quel est le texte qu'il faut rentrer dans un endroit précisément. Et donc, pour pouvoir lui donner cette capacité, on va utiliser un peu d'apprentissage, on va lui montrer comment on fait et il va apprendre à le faire un peu plus tout seul. Et puis, on va le faire des prompts, par exemple, pour lui dire dans ce champ-là de mon ERP, il faut mettre un commentaire qui doit traiter tel et tel sujet. Et donc ça, c'est par le prompt que l'ingénieur IA va le paramétrer pour qu'il soit capable de faire ça. Donc voilà globalement comment fonctionne un agent. Et je voudrais tout de suite rajouter un point très important, c'est qu'en fait, quand on parle d'agent, en fait, souvent on parle de système multi-agent, c'est-à-dire qu'on va décomposer les tâches en toutes petites micro-tâches, chacune ayant un agent qui va faire cette micro-tâche, et c'est l'enchaînement des actions de tous ces agents qui va faire la tâche complète, avec certains petits agents qui sont juste faits pour contrôler le travail des autres. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, l'IA fait des erreurs, et donc il faut vérifier s'il n'y a pas de... Par rapport à ça, une question que j'ai envie de vous poser, vous disiez en effet les systèmes d'IA générative, peut-être si on compare à du code plus classique, en tout cas, il y a un côté probabiliste et pas déterministe. Et donc, ce qui peut aussi générer les erreurs dont vous parlez, même si on décompose ces tâches en plein de petites actions qui sont faites par des agents autonomes, ça veut dire qu'à chaque étape, potentiellement, il y a des erreurs. Ce que je comprends, c'est qu'on rajoute pas une couche de code déterministe par-dessus pour contrôler on reste toujours sur ces mêmes briques d'IA générative, où donc potentiellement il y a des erreurs un peu partout. Comment on s'assure, parce que c'est un des sujets pour les entreprises notamment, si je permets à mon agent d'aller réserver par exemple des trains pour mes collaborateurs qui doivent partir, que si je dois aller de Paris à Marseille, ils me prennent bien Paris-Marseille et qu'ils me prennent pas Paris-Toulouse et qu'ils prennent bien le bon horaire, la bonne date. Comment on gère ce sujet-là pour s'assurer de la fiabilité, on va dire, de ces outils? Alors, si on utilise 100% de l'IA générative, on ne peut pas limiter à zéro le nombre d'erreurs. C'est impossible. Donc, il faut faire intervenir plusieurs raisonnements. Le premier, c'est on va utiliser des modèles de langage différents ou avec des prompts différents en fournissant des contextes différents pour avoir un regard un peu plus critique
sur une action qui a été faite. Par exemple, cet exemple du trajet Paris-Marseille, on peut très bien avoir un agent qui saisit la demande sur le site SNCF ou un autre site commercial, et puis avoir un autre agent qui va, avec peut-être un modèle de langage différent, ou simplement être spécialisé, lui, sur vérifier la destination. Et un autre micro-agent qui va être destiné, lui, à regarder si c'est bien le bon jour. C'est en fait en faisant des tâches vraiment extrêmement décomposées qu'on va réussir à faire baisser le niveau d'erreur. Mais si on veut tomber à zéro, en fait, on n'y arrivera jamais à 100%, mais on peut s'en rapprocher en faisant aussi intervenir un regard humain à un moment donné. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir automatiser à 100%, on va automatiser toute la saisie, etc. Et par contre, au moment d'appuyer sur le bouton validation, on va donner la main à l'humain pour que lui, il s'assure qu'il n'y a pas d'erreur et que c'est bien ce qu'il voulait. Et c'est d'ailleurs quasiment toujours comme ça qu'on fait en réalité dans les entreprises. Si on poursuit sur cet exemple de billet de train, est-ce que, enfin, en étant un peu provocant, mais est-ce qu'on n'essaye pas de tuer une mouche avec un bazooka? Parce que je me dis, on va créer tout un tas de mini-agents. Enfin, j'imagine qu'au niveau d'un système informatique, technologique, ça crée de la complexité, des problématiques potentielles de cybersécurité à un moment, de gestion du SI. Enfin voilà, j'ai un peu cette interrogation en vous écoutant. C'est une remarque tout à fait pertinente et qui appelle une réflexion de plus haut niveau, c'est de se dire si on peut faire quelque chose autrement qu'avec de l'IA, il vaut mieux le faire autrement qu'avec de l'IA, parce que c'est la voie la plus complexe, souvent la plus coûteuse, et puis il y a des coûts de maintenance qui sont souvent très fortement sous-estimés. Par contre, l'intelligence artificielle va vraiment avoir une valeur ajoutée quand ce sont des tâches qu'on est obligé de faire à très forte volumétrie. Je peux vous donner un exemple. Là, je viens d'accompagner deux entreprises différentes qui ont un peu le même cas d'usage toutes les deux. C'est ce qu'on appelle l'administration des ventes. L'administration des ventes, typiquement, ce sont des équipes qui sont chargées de traduire une demande d'un client qui intervient par souvent un canal email ou par un coup de téléphone, et dans la plupart des cas, c'est un email, qui va demander une cotation ou un devis par rapport à une certaine prestation ou un certain produit. Dans ces deux entreprises, le nombre de demandes de devis, c'est plusieurs dizaines de milliers par an. Donc ça veut dire que chaque semaine, c'est des centaines et des centaines de demandes de devis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les équipes, elles n'arrivent pas à suivre d'une part, et de l'autre, elles en ont vraiment marre, parce que c'est pas marrant comme boulot. Et donc, dans ces deux cas, en fait, on a fait un peu la même chose. On a mis en place un système multi-agent qui va venir scanner les boîtes mail des personnes qui travaillent à l'administration des ventes. Il va identifier les mails qui portent des demandes de devis. Il va aller ouvrir une session dans l'outil de gestion, qui est soit un CRM, un logiciel de gestion commerciale, soit un logiciel de gestion d'entreprise, un ERP, qui va aller se connecter sur la partie création de devis, qui va saisir les informations du client, saisir la liste des produits sur lesquels le client veut une cotation, qui va éventuellement aller questionner une base de données produits ou des prix spécifiques pour ce client-là pour trouver les bons prix, qui va créer un fichier PDF, qui va l'attacher comme pièce jointe à un email, et puis à un moment donné, peut-être à la fin du devis, peut-être au moment d'envoyer l'email, va redonner la main à la personne de l'administration des ventes pour qu'elle puisse personnaliser le texte, qu'elle puisse revérifier la pièce jointe, et ensuite le mail y part. Et donc là, on voit que l'agent, il a un impact très fort sur le fait de débarrasser les équipes d'une tâche extrêmement redondante. Et en fait, c'est un des cas d'usage où on a le plus de taux d'adhésion des équipes, parce que en fait, en vrai, elles sont saoulées de faire ça toute la journée. Et le fait d'avoir un agent qui va leur mâcher le travail, eh bien, en fait, ça fait qu'elles ont un peu plus de temps pour aller affiner, faire du personnalisé, d'aller parfois rappeler le client quelques jours après pour vérifier s'il a bien reçu le devis, ce qu'elles n'avaient absolument pas le temps de faire avant. Donc, on voit une satisfaction des utilisateurs qui augmente en flèche, une satisfaction des clients qui augmente en flèche. Donc ça, c'est des bons usages. Par contre, s'il faut faire un agent pour faire la prise de rendez-vous, pour prendre des billets de TGV une fois tous les 2 mois, ça n'a juste aucun intérêt. Ça, effectivement, là, un bazooka pour écraser une bouche. Pour poursuivre dans cette utilisation de l'IA générative par les entreprises, vous disiez que vous aviez observé depuis 18 mois en introduction des vrais usages intéressants. Juste pour dresser un panorama un peu de votre point de vue, comment s'est faite un peu l'adoption, on va dire, de ces outils d'IA générative, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que ChatGPT, c'est novembre 2022, fin 2022. Comment ça s'est passé un petit peu et qu'est-ce qui fait que selon vous, depuis 18 mois, on a cette maturité dans les usages peut-être, où là ça devient intéressant?
Alors, il y a un truc vraiment spécial avec l'IA qu'on n'avait pas forcément avec les technologies précédentes. Je vous donne un exemple. Personne dans une entreprise, sur son bureau tout seul dans un coin, va se mettre à utiliser un ERP. Un ERP, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. Ça, c'est forcément un projet qui vient par la direction générale, qui est poussé par l'équipe informatique et sur lequel tout le monde doit se mettre. Ce qui est très nouveau avec l'IA générative, c'est que c'est arrivé par les utilisateurs. C'est-à-dire que les personnes, on a des chiffres qui disent qu'il y a 97% des entreprises où il y a des personnes qui se servent de l'IA générative plus ou moins fréquemment et plus ou moins officiellement. Mais donc, en fait, ce qui est très, très particulier, c'est ça. C'est que ce sont les utilisateurs qui ont poussé des usages et en conjonction souvent aussi avec des dirigeants d'entreprise qui se sont dit, il faut absolument qu'on fasse de l'IA et qui ont poussé des choses par le haut. Et en fait, selon que le besoin poussé par le bas et par le haut se rencontre au milieu ou pas, ben on a eu des réussites ou des échecs. C'est-à-dire que l'échec, il vient aussi du fait que ce que souhaitent faire les utilisateurs est pas du tout aligné avec les idées que peut avoir la direction. Et donc, ils se trouvent pas, quand ils vont chacun à moitié du chemin, ben, ils se rencontrent pas. C'est comme si en faisant le tunnel sous la Manche, il y avait 1 kilomètre de décalage entre ceux qui viennent de l'Angleterre et ceux qui viennent de la France. Donc, ça marche pas. Il faut que le besoin se rencontre au milieu. Et donc, c'est pour ça que l'adoption réussie, aujourd'hui, elle passe beaucoup par travailler dans les deux sens, en fait, du bas vers le haut et du haut vers le bas pour trouver ce qui peut faire un point de rencontre avec les différentes personnes. Je trouve ça intéressant le point que vous soulignez sur l'adoption qui vient plus par les individus que par les organisations. Je lisais une newsletter récemment qui essayait de faire une typologie, on va dire, d'usage de ces outils-là. Oui, je crois qu'il donnait 3 niveaux, on va dire. Le niveau 1, c'était j'utilise mon outil d'IA générative pour des tâches assez basiques comme je pourrais peut-être faire sur Google ou un tout petit peu plus. Un niveau 2 où là, je commence vraiment à l'utiliser pour réfléchir, travailler, challenger, construire. Et après, je crois que le niveau 3, c'était autour de peut-être de l'automatisation et on se rapprochait peut-être plus de tout ce qui était IA agentique. Je ne sais pas si cette typologie, elle est personne, mais vous, comment vous définiriez un petit peu ces différents usages possibles? Parce que, à titre personnel, par exemple, je sais que moi, je les utilise beaucoup, mais je pense que je suis plutôt au niveau 1, et demi. Et c'est vrai que, bah, au bout d'un moment, ça commence à être un peu frustrant. On se dit, là, on commence à voir plus les désavantages que les avantages. Et en même temps, dans ce que vous dites, ce que je comprends, c'est qu'en fait, si on monte peut-être en complexité dans les usages, on a aussi des avantages qui augmentent aussi. Il y a plusieurs angles. Je vais vous en partager un, moi, que j'utilise, que je trouve assez adapté aux entreprises. C'est ça, une échelle à 3 niveaux aussi qui permet et que je conseille aux entreprises de suivre l'un après l'autre pour simplement augmenter ses chances de réussite. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle l'IA pour moi, c'est-à-dire les usages d'intelligence artificielle que chaque individu peut faire dans son coin en utilisant un modèle conversationnel qui va être plus ou moins sécurisé. Par exemple, pour l'aider à rédiger des mails, pour analyser des données, etc., pour faire du marketing, des images. Donc ça, c'est l'IA pour moi. Et l'adoption, elle est assez simple parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'intégration technique à faire. Il faut juste faire un peu de formation et puis définir les règles d'usage pour que les gens fassent pas prendre des risques à leur entreprise en divulguant des informations confidentielles, par exemple. Mais ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est au niveau de l'équipe. Je vous donne un exemple, une équipe d'un service juridique dans une grande entreprise qui va relire des contrats qui sont proposés par des fournisseurs ou par des clients pour donner un avis juridique et éventuellement faire des modifications. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on a des systèmes qui sont capables de faire une pré-analyse juridique des contrats et de surligner, entre guillemets, les clauses problématiques. Alors, ça fait pas le travail du juriste, mais par contre, ça va lui mâcher un peu le travail. Et donc, on peut mettre en place un workflow qui va être assez différent de ce qu'on avait avant. Je vous ai donné l'exemple juste avant aussi de l'administration des ventes. On se rend compte au bout de quelques semaines d'utilisation que le fonctionnement de l'équipe, le process métier n'est plus le même. Donc en fait, ça, c'est l'IA pour l'équipe et c'est un sujet de process métier, de comment on travaille. Et d'ailleurs, souvent, une des erreurs, c'est que les entreprises ne le prennent pas sous cet angle-là, elles le prennent plutôt comme, tiens, il y a une techno, on va l'essayer, ça va être rigolo. Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est comment on travaille plus que la technologie. Et enfin, il y a le projet de type 3 que j'appelle l'IA pour nous tous. C'est quand l'intelligence artificielle vient transformer le modèle économique de l'entreprise. Et ça, on a l'exemple, par exemple, d'une société qui fait de la traduction automatique, qui va recevoir un texte d'un client à traduire dans parfois 80 ou 100 langues. Et donc, historiquement, c'est des entreprises qui faisaient bosser des traducteurs qui avaient 2 fichiers sur leur écran, un avec la source, un avec la destination dans la bonne langue. Ils travaillent plus du tout comme ça. Aujourd'hui, c'était des boîtes où il y a 80% de l'effectif qui étaient des traducteurs. Aujourd'hui, dans des boîtes comme ça, ils sont 20%.
parce qu'on a embauché beaucoup de tech pour développer un système de traduction automatique multilingue, sécurisé, etc., fiabilisé. Et donc, l'entreprise n'a plus la même configuration humaine. Elle s'est transformée d'un point de vue culturel. Et donc, le projet de type 3, c'est la transformation culturelle. Évidemment, une entreprise, elle a intérêt à suivre la courbe type 1, l'IA pour moi, type 2, l'IA pour l'équipe, type 3, l'IA pour nous tous. Et effectivement, c'est ce que vous disiez, il y a une création de valeur qui va être de plus en plus forte. Souvent, les projets de type 1, ils apportent peu de valeur financière ou d'efficacité. Par contre, ils permettent à l'entreprise de vraiment progresser sur la compréhension de l'intelligence artificielle et vraiment de grandir de s'acculturer de mieux en mieux à ça. Donc ça, c'est un premier angle. Et il y a aussi un deuxième angle qui est plus technologique. C'est que là, on a parlé beaucoup, c'est souvent de l'IA générative. Mais il y a un autre aspect de l'intelligence artificielle qui est très largement sous-exploité aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le bon vieux machine learning, c'est-à-dire la capacité à faire parler les données. Alors, ça parle pas en langue naturelle, mais par contre, on arrive avec ce type de technologie à être extrêmement performant sur l'optimisation des processus industriels, sur la consommation d'énergie, sur la qualité, sur la maintenance, sur la logistique, la gestion des stocks. Donc, ce sont des champs de performance très, très largement sous-exploités pour les entreprises pour lesquelles je prédis que c'est là-dessus qu'on va le plus investir dans les années qui viennent. Intéressant, je trouve ce que vous dites, le bon vieux machine learning, parce que j'ai l'impression que avec l'IA générative et le fait qu'on déploie de plus en plus, on redécouvre, entre guillemets, l'importance de la data quality, de la gouvernance, de la donnée. Enfin, on revient un peu aux fondamentaux finalement. Vous, d'un point de vue stratégie d'entreprise, on va dire, vous arrivez quelque part. C'est quoi les briques, on va dire, les plus importantes, qu'elles soient technologiques ou pas, qu'il faut absolument, je sais pas, je suis un codir par exemple, comprendre, maîtriser pour s'assurer que finalement la stratégie qu'on veut mettre en place ou les projets d'IA générative, ils soient pertinents pour son organisation? Alors, c'est une question très importante. Le premier point, c'est de dire que il faut pas forcément chercher à construire une stratégie exprès pour l'IA. Il faut plutôt intégrer les opportunités de l'IA dans sa stratégie d'entreprise. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, avec le temps, et avec mes équipes, on a identifié qu'il y avait 5 facteurs clés en fait de réussite pour l'intelligence artificielle en entreprise, donc que les codires doivent vraiment connaître. Le premier, c'est que les leaders de l'entreprise doivent avoir une vision claire de l'intelligence artificielle. Parce que tant qu'ils n'ont pas bien compris le sujet, en fait, ils vont se fourvoyer et ils vont pousser leurs équipes à faire des choses qui vont pas fonctionner. Et donc, la formation des leaders, leur pratique d'IA générative, voire pourquoi pas faire un peu de machine learning pour les plus motivés, c'est vraiment fondamental pour pouvoir après diriger correctement le sujet. Le deuxième point, c'est que si on lance l'IA sur un cas d'usage qui n'est pas considéré par l'organisation comme intéressant ou important, eh bien, les gens vont pas y consacrer du temps et on a très peu de chances que ça fonctionne. C'est pourquoi c'est des bonnes pratiques de faire remonter les idées du terrain et puis après de les aider à cadrer un peu. Mais moi, c'est vraiment ce que je préconise, c'est de faire parler les équipes parce qu'elles savent là où elles ont des douleurs, là où elles ont des problèmes et elles sont très bien placées pour identifier ce qui pourrait être important. Le troisième point, c'est qu'il faut des talents. C'est-à-dire que pour faire un système multi-agent dont on a parlé tout à l'heure, bah, il faut les compétences pour le faire. Donc, c'est pas forcément très difficile, mais si on n'a pas dans son périmètre interne ou des partenaires en qui on a confiance, ils peuvent apporter ces compétences, bah, ça va être extrêmement compliqué de faire le projet. Le quatrième point, vous l'avez mentionné, c'est la donnée. Mais souvent, il y a une contre-vérité que j'entends, c'est il faut des données de qualité. Moi, ce que je dis, c'est pas vrai. En fait, la qualité de la donnée, elle n'est pas intrinsèque, elle dépend du cas d'usage. Ce qu'il faut, par contre, c'est que les données soient accessibles. Si les données sont pas accessibles, elles sont au fin fond d'un système d'information très ancien ou très fermé, à ce moment-là, on pourra rien faire. Et la qualité, ben, on s'en rendra compte en essayant, si elle est suffisante ou pas. Je donne juste un exemple pour illustrer ce que je disais. Imaginons qu'on veut faire des prévisions de vente à la semaine pour organiser les opérations et qu'on a des historiques de données qui sont au mois. Eh bien, évidemment, avec des historiques de données qui sont enregistrés tous les mois, on va pas pouvoir faire des prévisions à la semaine. Par contre, si on veut faire des prévisions au mois, eh ben, des historiques au mois, c'est bon. Donc, la qualité de la donnée, elle est bonne dans un cas, et elle n'est pas bonne dans l'autre. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de regarder la qualité de données au regard du cas d'usage. Et pour ça, il faut essayer. Mais pour pouvoir essayer, il faut qu'elle soit accessible. Donc, le quatrième point, c'est l'accessibilité de la donnée. Et puis enfin, dernier point, c'est que il faut avoir une certaine capacité de changement. Les entreprises qui n'ont pas fait d'évolution de leur process métier, qui ne sont jamais changées sur les 20 dernières années, par exemple, bah, ça va être beaucoup plus difficile. Et donc, si je résume les cinq points clés pour pouvoir se lancer, c'est la vision des leaders, c'est le fait d'avoir des talents,
c'est le fait d'avoir des cas d'usage importants, c'est le fait d'avoir des données accessibles et c'est le fait d'être en mouvement, d'être une entreprise qui est capable de changer. Quand on a ces 5 points-là, on est tout ce qu'il faut pour réussir. En introduction, vous disiez que vous aviez cofondé, si je dis pas de bêtises, la Cité de l'IA, donc un regroupement d'entreprises. J'imagine que vous voyez, en plus de vos activités, vous voyez passer beaucoup de projets data IA. Avec ce regard-là, c'est quoi pour vous les usages qui sont vraiment intéressants, utiles de l'IA générative en entreprise versus ceux dont on parle peut-être beaucoup et qui sont plutôt des effets de mode que des vraies choses utiles en fait pour les entreprises? Ce qui va être utile à l'entreprise, c'est des cas d'usage qui l'aident à vraiment augmenter trois axes. Le premier, c'est la performance économique. Donc, quand on a par exemple un système de recommandation de produits sur un site e-commerce qui fait gagner du chiffre d'affaires en plus, ça c'est super. Quand on a une plateforme de call center qui utilise l'IA pour répondre plus vite aux clients, donc on augmente la satisfaction client et qui en même temps est plus performante que l'humain pour proposer des ventes supplémentaires, donc on a une augmentation du chiffre d'affaires, là c'est super. Mais il y a aussi d'autres axes. Un qui est souvent ignoré, c'est la satisfaction des utilisateurs. Là, sur l'exemple tout à l'heure qu'on a détaillé sur l'administration des ventes, en fait, le premier résultat et le plus impressionnant, c'est le retour de l'équipe utilisatrice. Il dit waouh, ça a changé la qualité de mon travail. D'ailleurs, il y a des études sociologiques qui sont faites par des chercheurs qui montrent que dans ce genre de cas, on a 85% des utilisateurs qui disent mon travail est mieux maintenant que j'ai l'IA qu'avant. Donc ça, c'est un deuxième bénéfice pour l'entreprise, pour sa marque employeur, pour sa attractivité, pour la qualité de vie au travail. Et le troisième angle, qui est souvent pas du tout perçu, c'est que quand on choisit bien ces cas d'usage, par exemple, optimisation de la logistique, eh ben, on peut avoir un impact environnemental très positif. On peut réduire fortement le transport, on peut réduire la fabrication de produits qui ne seront jamais vendus et donc qui vont finir à la poubelle. On peut limiter les invendus, les ruptures de stock. Enfin, c'est un enjeu qui peut être parfois de diviser par 2 ou 3 le budget transport, donc les camions sur la route. Donc ça peut être tout à fait colossal en termes d'impact. Donc qualité des emplois, impact économique et enjeux environnementaux, c'est des sujets sur lesquels les entreprises peuvent gagner énormément avec l'IA générative et avec l'IA en général. Je veux juste faire un peu le poil à gratter sur cette question de la qualité de vie au travail. Je m'étais intéressé un petit peu à la question des call centers justement et de l'utilisation de l'IA générative dans les call centers. Il y avait des entreprises qui s'étaient dit on va virer, on va licencier tous nos salariés, l'IA va faire mieux que nous, enfin mieux qu'eux. Et en fait, ils y sont revenus. Et je lisais, je crois, un article où ils avaient fait un sondage dans des call centers justement où ils disaient, bah, en fait, depuis qu'il y a l'IA générative qui va gérer les requêtes de niveau 1, par exemple, bah, en fait, nous, en tant qu'être humain salarié, ce qui se passait, c'est qu'on gérait des requêtes de niveau 1, 10% du temps, on gérait des requêtes de niveau 2, et entre guillemets, les requêtes de niveau 1 nous permettaient de nous détendre, si je caricature. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve à traiter que des requêtes de niveau 2, et donc ça crée de la tension, du stress supplémentaire, puisqu'on traite des cas plus difficiles qu'avant, où on a déporté ces cas faciles sur un outil, et nous, on gère que les cas les plus difficiles. D'un point de vue purement économique pour l'entreprise, ça peut faire sens. Pour autant, d'un point de vue qualité de vie au travail, comme vous disiez, ça peut rentrer en contradiction. Et je me posais la question comment on peut, ou pas d'ailleurs, faire coexister ces deux enjeux-là. Alors, c'est intéressant comme retour, je l'avais jamais eu, mais du coup, je vais creuser. Et, moi, les retours que j'avais eus, c'était plutôt de la satisfaction des clients eux-mêmes parce ils attendaient moins en ligne sur le call center. Et puis de la satisfaction aussi des opérationnels de l'entreprise parce qu'elles se retrouvaient face à des questions pour lesquelles ils étaient compétentes parce que l'IA les avait bien orientées. Alors que avant l'IA, elles étaient face à des questions qui n'étaient pas pour elles. Je donne un exemple dans un call center chez un bailleur social. Donc, il y a beaucoup de locataires qui appellent, par exemple, en disant, bah, j'ai froid chez moi. Bah, il y a plein de possibilités. Soit il y a un problème d'une fenêtre qui est cassée, soit il y a le radiateur qui est cassé, soit c'est le chauffage collectif de l'immeuble qui fonctionne pas. Ça peut être plein de causes différentes et c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont être en capacité de résoudre le problème. Et grâce à l'IA, en fait, ils arrivent à être beaucoup plus précis sur la qualification du problème et donc ils orientent vers le bon interlocuteur pour résoudre. Ça, c'était un peu les retours que j'avais. Deuxième point que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces, on va supprimer plein de postes pour mettre de l'IA qui sont revenus en arrière parce qu'on se rend compte que l'IA, elle fait des erreurs, elle a des limites, et la relation humaine, ça a aussi un prix. Ça a un coût, mais ça aussi a une valeur. Donc, j'avais pas eu ce retour mais effectivement, ça peut arriver. Pour moi, c'est la conséquence d'un point, c'est que c'est une des sociétés qui sont assez peu regardantes sur leur marque employeur
Peut-être qu'elles peuvent se le permettre. Moi, je pense que dans le long terme, c'est jamais une bonne stratégie, mais peut-être qu'à court terme, ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est pas une stratégie IA durable pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils offrent des emplois que personne n'a envie de faire, bah, la conséquence, elle est vite, c'est que soit ils trouvent personne pour le faire, soit ils trouvent des gens pour le faire, mais qui ont aucune motivation. Et donc, ils vont clairement pas donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire ce qu'il leur est demandé, quoi. Et on poursuit sur les usages que vous observez. Je sais pas si vous en avez des exemples, par exemple, dans la finance, dans la santé ou des choses que vous voyez et que vous trouvez intéressants sur les trois axes que vous disiez, à la fois la performance économique pour les salariés. Euh, ouais, Alors, il y curieux en a dans tous ces d'avoir domaines-là. deux, trois Effectivement, dans la exemples finance, que c'est vous très observez large. ou Il y vous a, avez même par mis en exemple, place. aujourd'hui, quand on fait intervenir des cabinets d'audit comptable, ce qui est obligatoire dans certaines entreprises. Ils interviennent tous les ans pour vérifier que les comptes sont justes et sincères. Donc, ils doivent vérifier que les factures qui sont renseignées dans la comptabilité existent bien, etc. Avant, l'IA, ils faisaient ça par ce qu'on appelle des sondages, c'est-à-dire qu'ils prenaient un échantillon un peu aléatoire de factures et puis ils allaient vérifier. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tous les grands cabinets, ils ont complètement automatisé cette partie-là, qui était la partie fastidieuse, hein, pour pouvoir plutôt faire des tableaux de bord un peu macroscopiques qui donnent un vrai sujet de discussion entre les dirigeants et les auditeurs des comptes. Ça c'est un premier exemple. Un autre exemple, c'est sur la prévision de chiffre d'affaires ou de trésorerie, qui est un point important pour les directions financières, où là, l'IA peut apporter beaucoup de valeur. Parfois également, elle s'occupe de ce qu'on appelle le contrôle de gestion, c'est-à-dire de vérifier que les gens dépensent bien l'argent, etc. Donc c'est pareil, l'IA peut être mise à contribution pour faire des analyses très rapides et très abouti, j'ai dire, de ce qui est utilisé. Donc dans la finance, il y a énormément de cas d'usage. Dans les marchés financiers aussi, par exemple, les achats et les ventes d'actions sur les marchés, de plus en plus sont faits automatiquement par des systèmes d'IA. On a par exemple également, toujours dans la finance, des cabinets, des fonds d'investissement, ce qu'on appelle le venture capital, des VC, qui analysent en première intention les dossiers de demande d'investissement qui leur sont présentés avec de l'intelligence artificielle pour permettre d'avoir un regard beaucoup plus approfondi sur l'entreprise. Donc, il y a plein d'usages dans la finance. Dans la santé, l'exemple auquel on pense le plus, je pense, c'est celui des radiologues. Aujourd'hui, les nouveaux systèmes, que ce soit d'IRM, de radio, les scanners, etc., ils sont quasiment tous équipés de systèmes d'analyse des clichés avec de l'intelligence artificielle qui vient en assistance du radiologue et qui lui permet de passer peut-être moins souvent à travers des erreurs de diagnostic. Alors, ils en font pas souvent, mais encore moins, je dirais, grâce à l'apport de l'IA. Il y a toute la recherche sur le médicament aussi, où là, ça permet d'accélérer de manière radicale un peu les expérimentations, en aidant à identifier des molécules candidates beaucoup plus rapidement par du calcul. Il y a aussi dans la vie des patients, on voit fleurir les applications qu'on peut installer sur son smartphone qui permettent à des patients qui ont soit été opérés, soit qui ont une certaine pathologie, d'avoir des programmes personnalisés et d'avoir un suivi que le corps médical n'a pas le temps de faire en fait pour ces patients-là. Donc ça apporte énormément de bénéfices sur ces axes-là. Et on se place d'un point de vue, enfin, de l'entreprise qui met en place, peu importe le secteur finalement, ces technologies-là. Vous disiez ça, enfin le Graal entre guillemets, c'est transformer l'organisation. D'un point de vue RH, compétences, emploi, qu'est-ce que ça change sur les métiers qui sont réalisés, sur les compétences dont on a besoin et sur la manière peut-être dont les entreprises et notamment les RH quand il y en a, doivent accompagner ou peuvent accompagner ces transformations? C'est une question vraiment très actuelle, hein. Il se trouve que là, dans les derniers jours, les dernières semaines, j'ai beaucoup été sollicité par des directions RH pour les aider à réfléchir à cette question-là. En fait, il faut distinguer plusieurs points. Le premier, c'est ce qu'on entend dans la presse et dans l'actualité, qui parle de gens qui ont perdu leur emploi parce que l'IA leur a pris, etc. Ça reste relativement marginal. On trouve ça dans des métiers de création de contenu, je dirais, de qualité basse, dans des métiers où on fait ça énormément. Par exemple, pour faire référencer son site internet pour qu'il ressorte haut dans les recherches Google, on fait ce qu'on appelle du SEO. Donc, on génère des textes qu'on va mettre sur le blog du site internet pour qu'ils contiennent plein de mots-clés qui vont lui permettre d'être identifié par le moteur de recherche de Google. Bah, cette activité qui était faite à la main, souvent dans des pays, je dirais, du tiers-monde, hein, comme on disait autrefois, est aujourd'hui faite par l'IA. Donc, ces métiers-là, ils ont disparu. Donc, ça, c'est une réalité. On le voit aussi parfois sur la production d'images de graphistes, où là, il y avait des entreprises qui consommaient des quantités astronomiques d'images, qui maintenant les font avec des IA génératives, où là, on a un impact sur les emplois qui est réel. Un dernier impact a été montré en novembre 2025 par une étude de l'université Stanford,
où ils ont étudié les données de la sécurité sociale américaine et ils ont montré qu'il y a un tassement d'à peu près 16% sur les emplois qui sont offerts aux jeunes diplômés dans le domaine du marketing et de l'informatique, du développement web notamment. Donc, on se rend compte que là, l'IA générative, en fait, elle vient faciliter l'automatisation de certaines choses, ce qui fait que les entreprises ont un raisonnement un peu rapide de se dire, on n'a pas besoin d'embaucher des juniors, on peut le faire avec l'IA. OK, ça marche, mais ça pose un problème, c'est que ces entreprises-là, en embauchant moins de jeunes, finalement, elles ne préparent pas le renouvellement des générations, et elles ne préparent pas les leaders de demain. Donc, ça, c'est un vrai sujet pour elles. Donc, ça, c'est les premières considérations. Ensuite, il y a des études aussi qui montrent que les entreprises qui aujourd'hui adoptent l'IA génèrent plus d'emplois que les autres. Parce qu'en fait, elles se mettent dans une dynamique de progression de leur performance, et donc elles gagnent des marchés, elles se développent, et donc elles embauchent. Donc ça, c'est aussi corrélé avec le fait de mettre de l'IA. Donc on se rend compte que la situation n'est pas si claire que ça. Troisième point que je voulais dire, c'est qu'il y a eu dans les dernières années beaucoup de projections qui ont été publiées sur les métiers qui allaient être impactés par l'intelligence artificielle. On parlait des secrétaires, on parlait, etc. Mais on se rend compte avec le recul que c'est pas vrai du tout. En fait, c'est pas les métiers qu'on pensait qui sont le plus impactés. Ceux qui sont très impactés, c'est ceux qui font ce que j'appelle des tâches intellectuelles complexes de manière répétée. Donc il y a un côté rationnel. C'est pas des tâches particulièrement créatives, c'est pas des tâches où il faut un esprit critique, c'est pas des tâches où il faut de la déontologie, c'est juste des tâches où il faut cracher un résultat en utilisant une méthode. Ça, on va le retrouver dans tous les métiers en fait. Les radiologues dont on parlait tout à l'heure, peut-être sont plus exposés à l'IA qu'une assistante de direction qui, elle, va faire 50 000 choses différentes dans sa journée avec beaucoup de créativité, d'esprit critique, parfois de la déontologie et de l'éthique. On se rend compte que les comptables, ils ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui, alors qu'on nous dit depuis des années qu'ils vont disparaître à cause de l'IA. Donc, les projections aujourd'hui sur les métiers sont très difficiles. Et pour moi, pour faire bien ce travail-là, il faut avoir une parfaite compréhension de ce que peut faire l'IA et de ce que ne peut pas faire l'IA, et de corréler ça avec le détail des tâches que réalise une personne dans son métier. Et on se rend compte en faisant cet exercice-là qu'il y a quand même beaucoup de métiers sur lesquels il y a maximum 20-25% des choses que fait la personne qui peuvent être remplacées réellement par l'IA. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que ça peut faire émerger effectivement une vision de l'évolution de ces métiers-là. On parlait tout à l'heure de l'administration des ventes. Aujourd'hui, c'est des métiers dans lesquels ils vont faire beaucoup moins de saisie et beaucoup plus de relationnel. Donc ça implique aussi de développer des nouvelles compétences dans ces équipes-là qui sont pour le coup un problème de formation des individus et non pas un problème de destruction de l'emploi en masse. Il y a un sujet qui me questionne pas mal et puis l'actualité géopolitique forcément le remet sur le devant de la scène, mais si on regarde la majorité des technologies d'IA générative et de nos outils numériques au sens large, ils sont plutôt américains. Vous, comment vous regardez ce sujet et comment vous travaillez avec vos clients ou avec les gens avec qui vous échangez, que ce sont pas forcément vos clients? Est-ce que c'est pousser à fond l'open source? Est-ce que c'est de se dire on va identifier les cas critiques où on va pas utiliser, où on va utiliser de l'open source et il y a d'autres cas où c'est moins critique et on accepte d'être dépendant? Parce qu'il y a quand même qui flotte dans l'air en ce moment de se dire: «Ah mais vu ce qui se passe, c'est pas impossible que demain on nous coupe ou en tout cas que ça devienne tellement cher qu'on ait plus accès à, Microsoft, à Google, ou qu'à un moment, ça soit même coupé pour, faire comprendre qu'en fait, aux Européens que s'ils veulent réaccéder à ces outils-là, faut qu'ils rentrent dans le rang, quoi». En fait, c'est des questions extrêmement importantes et qui sont dans la tête de tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, donc c'est un vrai sujet. Sur ce sujet-là, je pense que la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de solution idéale. Toute solution est une somme de compromis et de renoncements plus ou moins importants. Aujourd'hui, être dans le cloud américain est un vrai risque. Par contre, il faut quand même reconnaître qu'en sortir pour aller vers des solutions soit souveraines, soit open source, ça a un coût qui peut être absolument colossal. Et on peut pas tout faire ce qu'on fait aujourd'hui avec les solutions américaines qui restent malgré tout très avancées et très complètes. Donc, sur la partie cloud, je parle. Donc là, il y a un vrai sujet de compromis et puis de vision long terme. C'est de se dire qu'on le fera pas en 2 jours, mais qu'il faut qu'on en sorte petit à petit. Moi, la préconisation que je donne et le conseil que je donne aux dirigeants, c'est de travailler leur agilité. C'est-à-dire que ils peuvent pas forcément renoncer complètement à Microsoft, à Google ou à d'autres ou à Alibaba, mais par contre, la capacité de switcher de l'un à un autre, par exemple d'un système anglais, américain, un système chinois en peu de temps, ou un système européen avec, je dirais, un plan qui est déjà détaillé, est déjà un gain très important par rapport au fait de pas prévoir, d'être pas prêt, en fait, par rapport à ces problématiques-là. Donc, j'aurais tendance à dire, c'est ça qu'il faut développer, c'est l'agilité, la capacité à changer.
Sur l'intelligence artificielle, je voudrais faire 2 commentaires. Le premier, c'est que on est dans le cadre d'une bataille culturelle dans laquelle les États-Unis essayent de nous faire croire à une expression qui est la course à l'IA. La course à l'IA est une construction de toutes pièces, en fait, qui n'a pas de réalité. On peut parler de course à l'IA générative des modèles de langage, et de suite, en rajoutant IA générative modèle de langage, on se rend bien compte qu'on restreint sur un tout petit périmètre qui est beaucoup plus étroit que toute l'intelligence artificielle. Si on doit faire une analogie sportive, on ne parlerait pas de l'IA, de la course à l'IA, on parlerait des Jeux olympiques de l'IA. C'est ça la vraie réalité, c'est qu'il y a des centaines de disciplines et que par exemple au JO, aucun pays gagne toutes les disciplines, ça n'existe pas. Donc nous, en tant qu'État souverain, État européen, il y a des disciplines dans lesquelles on peut être les meilleurs du monde. Il faut juste choisir nos batailles. Par contre, sur les modèles de langage, effectivement, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais d'un autre côté, il n'y a pas de barrière à l'entrée aujourd'hui. On met 100 millions sur la table, alors tout le monde ne les a pas, mais on met 100 millions, on est capable de faire un modèle de langage très compétent. Les Chinois l'ont fait, les Français l'ont fait avec Mistral. Le prochain modèle de langage qui va tous nous épater, il va peut-être venir d'Inde, il va peut-être venir du Vietnam, il va peut-être venir d'Australie, c'est pas écrit encore. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc ça veut dire que c'est pas très très grave si on n'est pas les meilleurs là-dessus, parce qu'il y a plein d'offres. Et puis, on peut être, aujourd'hui, c'est assez facile d'être agile sur les modèles de langage. On peut très bien utiliser des agents qui vont s'appuyer sur les API, donc les connecteurs informatiques de OpenAI, la boîte de ChatGPT, mais ça peut être aussi sur Gemini, l'IA de Google, ça peut être sur Mistral, l'IA française, ça peut être sur DeepSeek, l'IA chinoise. On peut garder cette grande agilité, c'est assez facile. Moi, mon point, c'est de dire, soyons agiles, parce que peut-être demain, ChatGPT, si on met tout dessus, non seulement ils peuvent nous couper les accès, mais en plus peut-être économiquement la boîte elle va se casser la figure. Peut-être que les accès vont être coupés de toute façon. Donc il faut être capable de garder cette agilité. Vous disiez, il n'y a pas de barrière à l'entrée sur les LLM et le fait d'avoir la capacité d'entraîner, créer, modéliser, qui soit performant. De ce point de vue-là, enfin, comment on peut expliquer la stratégie américaine de tout miser sur des data centers de plus en plus gros, des modèles de plus en plus gros, alors même qu'on observe quand même que les performances augmentent plus autant qu'avant. Et donc, enfin, alors je sais pas si on atteint une limite, mais en tout cas, il y a un plafond qui se dessine. Vous parlez de DeepSeek, enfin, alors, je sais pas si les chiffres qu'ils ont annoncés sont vrais, mais en tout cas, ils ont montré qu'il y avait la capacité à faire. Il y a l'open source qui se déploie, enfin, open source, les poids ouverts, les modèles ouverts. Et donc, on se rend compte que finalement, tout le monde s'empare un peu du truc. Comment on peut expliquer cette course là, au gigantisme américain au regard du fait que, en fait, les modèles, c'est plus tant ça le moat, comme disent les Américains. Alors, j'ai du mal à trouver les mots exacts pour le qualifier, mais je dirais, dedans, il faut mettre dans la discussion plusieurs éléments. Le premier, il y a clairement une bulle inflationniste spéculative autour de l'IA générative et par effet de rebond sur les infrastructures. Donc, les infrastructures, ce sont les processeurs, les fameux GPU de NVIDIA, ce sont les data centers qui vont avec. Donc, on peut se dire, finalement, OK, comme ils croient au développement de l'IA générative avec des modèles de langage, effectivement, si on y croit, on va mettre plus de GPU, plus de data centers. Mais en fait, sur quoi est basée cette croyance? Cette croyance, elle est basée sur une promesse qui est faite par, que ce soit Meta avec la super intelligence ou que ce soit OpenAI avec l'intelligence artificielle générale. C'est cette idée qu'il va émerger une intelligence qui va devenir très largement supérieure à l'homme et que c'est ça qui va permettre une domination technologique mondiale. Or, la réalité scientifique, et je suis désolé d'être un peu rabat-joie, c'est qu'en fait, on n'a absolument aucune idée scientifiquement de comment on pourrait créer une telle super intelligence. On n'en a pas les moyens scientifiques, on n'a pas assez de données. Donc, clairement, il y a un mensonge qui est peut-être une fausse croyance, mais qui de plus en plus devient un mensonge de la part de ces entreprises, de faire croire à cette espèce d'objet qui n'existe pas et qui n'existera pas dans les décennies à venir. La technologie, elle émerge pas du jour au lendemain. On l'a vu, les LLM, ça date d'il y a 70 ans, en fait, en vrai. Les bases technologiques, les bases scientifiques. Aujourd'hui, on n'a pas encore découvert les bases scientifiques de la super-intelligence. Évidemment, elle va pas arriver du jour au lendemain. Et donc, là, en fait, on a un système qui est complètement parti en vrille sur ce mensonge-là, qui un jour va être compris par les derniers investisseurs qui vont rentrer dans le jeu et qui donc vont retirer leurs billes, et là, tout le système va s'écrouler. Donc c'est pour ça aussi que l'Europe ne doit pas essayer de rentrer dans cette course des LLM. Elle doit gagner son autonomie avec quelques acteurs qui vont. Et s'ils font des copies qui fonctionnent bien de ce qu'on a aux États-Unis, ça suffit largement. Mais par contre, elle a intérêt à investir son intelligence et son argent sur des choses nouvelles. Et à ce titre-là, c'est une très bonne nouvelle de voir que Yann Lequin
qui est un des leaders mondiaux et qui est français sur l'intelligence artificielle, a décidé de créer sa start-up à Paris pour trouver justement des alternatives scientifiques et techniques à ces fameux modèles de langage. Ça me permet de faire une petite aparté, parce que moi, j'avais découvert votre travail ou en tout cas ce que vous faisiez sur des posts sur LinkedIn où vous parliez justement du corollaire un peu de cette idée d'intelligence artificielle générale, qui est la question un petit peu des risques existentiels, du fait que en fait demain une conscience artificielle ou une intelligence artificielle supérieure pourrait émerger, nous échapper, amener à l'extinction de l'espèce humaine ou de tout un tas de choses de ce type-là. Je crois savoir un petit peu où vous vous situez, mais au-delà de savoir si vous êtes pour ou contre, parce que vous disiez, il faut pas rentrer dans cette course au gigantisme et à l'IA générative. Il y a aussi une problématique où j'ai l'impression, et en Europe, que cette problématique de l'IA qui deviendrait autonome, de la notion d'alignement de l'IA, où je voyais au Sénat où on faisait un colloque là-dessus, où il y a une députée française ou une sénatrice qui avait fait une proposition au niveau de l'Europe, où on se rend compte qu'il faudrait faire de l'Europe le leader mondial de l'alignement de l'IA, mais ça, c'est issu, enfin, en fait, comme si on répondait à un problème qu'on avait nous-mêmes créé pour continuer à perpétuer un peu ce modèle. Enfin, j'aimerais bien savoir comment vous vous situez par rapport à ça. En fait, cette idée de faire de l'Europe un leader mondial de l'alignement de l'IA, c'est comme si on nous demandait de devenir le leader mondial du réglage des machines à vapeur. Enfin, c'est un combat du siècle dernier. L'IA générative telle qu'on la connaît, elle va disparaître dans les années qui viennent. Donc, c'est pas l'avenir. Aujourd'hui, c'est une technologie qui a été poussée à son maximum. Le maximum, il donne des résultats intéressants, mais c'est pas non plus miraculeux sur tous les sujets. Donc, moi, je pense que l'Europe, elle a beaucoup plus intérêt à investir sur des nouvelles générations d'intelligence artificielle basées sur les concepts qu'on connaît. Après, pour revenir sur les risques de l'IA, en fait, je pense que il faut être factuel. C'est-à-dire il y a effectivement des risques qui sont, eux, connus sur l'intelligence artificielle. Le problème de la pollution, d'avoir de la surpollution de certains modèles, le problème de l'accès à l'emploi des jeunes, le problème de la désinformation qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, le problème de la cybersécurité, le problème de la régression cognitive aussi, qui est parfois exagéré, mais qui est quand même un sujet. Ça, c'est des risques avérés. Ça sert à rien d'aller inventer des risques futuristes qui n'ont aucune base scientifique, en fait, pour aller exciter, je sais pas quelle peur chez les gens. C'est ça ma position, c'est que quand on dit il y a un risque, bah, il faut pouvoir l'appuyer sur des éléments factuels, des éléments avec une démarche scientifique. Aujourd'hui, les gens qui parlent de risques, je dirais, existentiels sur l'humanité, quel que soit leur pédigré scientifique, ils ne mettent pas en regard de ce risque des arguments scientifiques et des éléments factuels. C'est ça, moi, que je critique. On peut devenir un lanceur d'alerte sur n'importe quel sujet. Par exemple, il faudrait dire, bah, moi, je mets en garde l'humanité contre le fait que les extraterrestres vont débarquer. C'est possible, mais sauf que on a d'autres chats à fouetter que celui-là. Il y a des risques environnementaux, il y a le changement climatique, et ça, c'est concret, c'est factuel. Donc, mon point, il est là. C'est-à-dire, ne nous agitons pas sur des fantasmes, traitons les problèmes réels qu'on a aujourd'hui. En complément de ce que vous dites, mais c'est marrant, il y a comme une inversion de la charge de la preuve, où en fait, moi, je me souviens d'avoir eu un échange où où la personne disait, mais en fait, comme il y a des experts qui parlent du sujet et qui disent que c'est un risque, alors on devrait s'y intéresser, même si on n'est pas sûr que ça arrive, quoi. En fait, comme il y a des gens intelligents ou qu'on fait leurs preuves dans certains domaines qui s'y intéressent, alors on peut pas écarter le fait que ça arrive et donc on devrait s'y intéresser sans, comme vous disiez, apporter des éléments de preuve tangibles. Juste une remarque complémentaire là-dessus. Pour moi, je suis pas en train de dire que personne ne doit s'y intéresser. Je suis en train de dire que c'est un sujet qui nécessite de la compétence scientifique. Donc, c'est un sujet pour les chercheurs. Et s'il y a des chercheurs qui souhaitent s'y intéresser d'un point de vue scientifique et en faire une thématique de recherche, moi, j'ai pas d'objection par rapport à ça. Ce qui m'embête, c'est qu'on amène ce débat dans le grand public pour faire trancher sur un truc qui est beaucoup trop complexe avec des niveaux de connaissances à avoir beaucoup trop élevés à des personnes qui n'ont pas les moyens, je dirais, de connaissances pour pouvoir dire des choses intelligentes sur le sujet, enfin, qui puissent être des élus ou pas, des élus ou des journalistes. En fait, c'est impossible d'avoir un avis là-dessus si on n'est pas expert, si on n'est pas chercheur dans le domaine. Donc c'est ça mon sujet. On arrive à la fin de notre échange. S'il y avait deux, trois choses à retenir de ce que vous nous avez partagé, et notamment d'un point de vue dirigeant d'entreprise, décideur qui veut s'emparer de ces sujets d'IA et d'IA générative dans le contexte qui est celui qu'on a décrit, des tensions géopolitiques,
des problématiques hautes. Voilà, qu'est-ce qu'il y aura à garder de cet échange? Bah, moi, je dirais c'est une vraie opportunité pour les entreprises qu'elles peuvent pas ne pas s'en occuper, puisque si elles s'occupent pas de l'IA, l'IA s'occupera de leur entreprise pour eux. Donc, de vouloir s'y mettre. Ce qui est la bonne démarche finalement, c'est de trouver un chemin entre favoriser l'émergence d'initiatives par le terrain, des idées qui viennent des équipes, dans un cadre qui est posé par l'équipe, par l'entreprise, pardon, qui va apporter des moyens pour faire ce genre de choses. Ce que je voulais dire aussi, c'est que trop d'entreprises, à mon avis, attendent des résultats immédiats sur l'IA. Ça prend un peu de temps. Il faut le temps de comprendre la technologie, que les équipes l'acceptent, sa culture. Mais en tout cas, l'effort paye. C'est-à-dire que malheureusement, je vois des projets où les gens décident d'arrêter parce que ça donne pas immédiatement des résultats, alors qu'en fait, ils sont sur le bon chemin et qu'il fallait simplement donner un peu plus de temps au temps pour affiner les derniers sujets. Et puis peut-être un dernier conseil, c'est ne pas penser outils, mais penser valeur. C'est-à-dire que parfois, le réflexe des dirigeants d'entreprise ou même des équipes, c'est de dire, ah, j'ai vu un truc génial dans telle réunion, TV ou sur Internet. Je veux absolument qu'on essaye et qu'on le déploie. Bah, pour quelle valeur? Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous dans notre contexte? C'est simplement du bon sens, en fait. C'est de revenir sur ce qui fait qu'on va créer quelque chose d'utile versus on va se rajouter un poids qui ne va pas servir à grand chose, quoi. Merci Manuel d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.